Bonjour Francis. Bonjour. On échange avec nos enfants, with the young ones. It's holiday, right? C'est les It's vacances. Christmas holiday. Christmas holidays. So what's happening within this period? Are they supposed to be reading again, studying at night? Or are they supposed to throw their bags away and just celebrate, sleep, eat? Well, we'll discuss that. And then, should parents get angry when kids watch TV until late at night? Must there be a curfew at home at this time of the year? Well, we discuss all of that and more. Ah, ça, parce qu'on voit aujourd'hui, Cathy donnait un exemple tout à l'heure, elle appelle son enfant, elle lui dit que essaye d'aller, est-ce que tu peux prendre ton cahier, il te dit, il n'y a pas école, on a un congé. Et alors on est face à un enfant comme ça qui te répond. Le chéri comment va prendre tes cadeaux là-bas. tes jouets. Tu dis qu'il va prendre son cahier. On prend le cahier. Pourquoi pas? Eh bien, donne le cahier de Noël. Alors Francis, comment donc justement, quand on est face à une situation, ça c'est un exemple typique d'un enfant qui vient de prendre ses vacances et puis il reprendra juste dans 2 semaines là. Oui. Durant ces 2 semaines, comment devrait-on occuper un enfant comme celui de Cathy qui dit qu'il n'y a pas école demain, donc je suis pas censé étudier. Alors, d'entrée de jeu, il faut voir la période. C'est les vacances de Noël, c'est la fin d'année. Tout le monde est content de voir la fin de l'année. Tout le monde voudrait célébrer parce que dans quelques jours, nous passerons dans une nouvelle année. Donc il y a une espèce d'effervescence. Et les enfants ne sont pas en reste. Mais sauf qu'eux, ils n'ont pas le même statut que nous. Nous sommes des parents, nous sommes des adultes qui travaillons. Eux, ils sont encore à l'école. Alors, la première chose à considérer, c'est il faut laisser à l'enfant, généralement, c'est ce qu'on conseille, laisser à l'enfant la première semaine. Oui, laisser à l'enfant la première semaine jusqu'à Noël. Voilà. Que l'enfant s'amuse jusqu'à Noël. Maintenant, juste après Noël, demandez-lui s'il n'a pas des devoirs. Super. Demandez-lui s'il est à l'aise dans toutes ces matières, parce qu'il peut réviser. Mais ça dépend encore du type d'enfant. Il y a des enfants à qui on n'a pas besoin de dire « il faut réviser ». Il y a des enfants qui sont à l'aise dans toutes les matières et donc peuvent pratiquement prendre 2 semaines, s'amuser sans que cela n'ait un impact négatif à la rentrée. Mais il y a des enfants qui n'ont pas la même capacité et donc qui ont besoin de toujours rester près de leur cahier. Alors, si vous avez des enfants à la maison, vous avez sûrement identifié ce type d'enfant. À ce type d'enfant, il faut souvent donner des conseils comme ce ne serait pas bien que tu révises 1 heure avant d'aller, par exemple, jouer au football. Est-ce que tu ne peux pas regarder, par exemple, la télé 2 heures et après réviser un peu? Donc ici, il ne s'agit pas d'étudier comme pendant l'année scolaire. Il ne s'agit pas de demander à l'enfant de passer 3 heures devant ses cahiers. C'est juste des petites révisions de temps en temps. Par exemple, vous avez vu le bulletin de votre enfant. Et vous savez sûrement dans quelle matière il n'a pas brillé. Et donc, vous pouvez par exemple l'inciter à réviser. Et je répète, pas avant le 25. Donc, laissez la première semaine passer. Voilà. Que l'enfant s'amuse, qu'il oublie un peu l'école. Maintenant, c'est de l'ordre parce que très souvent, les enfants sont accueillis la première semaine de janvier avec des évaluations. Avec des évaluations, et parfois c'est une douche froide pour la plupart d'entre eux. Donc il est important déjà d'identifier la personnalité de l'enfant. Est-ce un enfant qui a de l'autonomie ou est-ce un enfant qu'il faut suivre automatiquement? Si les enfants, par exemple, avaient un couvre-feu pendant les classes, là, pendant les congés, on peut relâcher légèrement. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant devrait
complètement se dénaturer et devenir autre chose. Parce que 2 semaines, ça passe très vite. Et en janvier, la première semaine, parfois, il y a des évaluations. Yes, that's true. Yeah. So the first thing to do is allow the child to play during the first week, because Christmas holiday is just 2 weeks. Allow the child to play during the first week. Let him meet friends. Let him watch TV. Let him eat as much as he can. But after Christmas, start asking, don't you feel like revising? Your homework, because today in schools, some schools prefer to give children some homework. Yes. So that during the break, during the break, they have something. C'est vrai. Because take a primary school child, it might be difficult for him to revise. Because when you ask him, go and read, he might tell you, I don't have any homework. So today, what schools are doing is they give them homework so that during the break, parents can supervise the completion of homework. So, but now with secondary school students who are already more or less responsible, they don't need homework to be prompted to read. The report cards is a good indicator of where they perform well and where they perform poorly. So where they perform poorly, they can use the break to catch up. They can use the break to improve on the knowledge. Suppose that you had out of 10 subjects, maybe you underperform in 3 or 4. Then you can use the Christmas break after Christmas to work hard, so that when you come back in January, you are ready. Because don't forget, most teachers welcome students during the first week with evaluations. And usually the wise ones perform well because they took time off to revise while others were playing. Because if a child should spend the 2 weeks break just to play, then there is a tendency for him to underperform during the month of January. And we know in Cameroon that January is the longest month of second term, because after January we get into February, and already we start talking about Youth Week, and after Youth Week we get into evaluations again, and then in March we're already looking at the break. So in a nutshell, based on the personality of your child, if your child is self-reliant, then you can allow him to play and then to tell you when he is studying, maybe at night, maybe during the day, maybe early morning. But what you should avoid is putting pressure. I know all parents want their children to read and to be conscious, but putting pressure might be the worst thing to do, because don't forget that the child is on holiday. And as we say, give time to the child to play and give them time to study. If they spend all the time studying, it's not good. If they spend all the time playing, it's not good either. So strike a balance. Équilibrer les choses. Il faut équilibrer. D'autant plus que les enfants aujourd'hui sont très occupés pendant les classes. C'est vrai. Vous voyez, les enfants se lèvent tôt, et parfois l'enfant doit se déplacer sur de longues distances pour aller à l'école. À l'école, c'est vraiment... Ceux qui vivent en zone rurale n'ont pas ce problème. Mais dans les zones urbaines, c'est un vrai souci. Vous voyez un enfant qui fait une heure en chemin pour aller à l'école le matin et 1 heure pour rentrer. Ça fait 2 heures. Donc pendant les vacances, l'enfant voudrait se reposer. Alors, si votre enfant a ce problème de distance-là, accordez-lui de faire des grasses matinées. Si l'enfant peut se réveiller après 9 heures, ce n'est pas un souci. Parce qu'après tout, l'enfant a besoin de récupérer. Ne devenez pas non plus un bourreau. Accordez à l'enfant le temps de récupérer. Et après,
organiser ses loisirs. Éviter de laisser à l'enfant l'attitude de faire ce qu'il veut. Il faut échanger avec l'enfant sur ses loisirs. Exact. Que les loisirs ne soient pas destructeurs. Que les loisirs n'éloignent pas trop l'enfant de la maison. Parce que c'est vrai que c'est les vacances, c'est vrai que c'est la pause. Mais en même temps, veillez sur la sécurité de vos enfants. On a des enfants qui sortent le matin à 7h, 8h et qui rentrent après 22h. Parce que c'est les congés. Là, il y a un danger parce que si l'enfant s'éloigne aussi trop de ses cahiers en janvier, ça peut être la catastrophe. Wow. Wow. Now, Francis, I want to ask this question. Now, let's look at the fact that we have different set of students and pupils. Let's take into consideration those that are writing maybe the GC, GC ordinary and advanced level. Yeah. Now during holiday, the Christmas period, some of them actually want to relax, their brains after the over-reading, evaluation during the first term. Now how do they turn to, meet up? Because immediately school resumption, I think the the intensity of their studies in fact starts immediately because they have like few months to write the GC. So how do they balance now the 2 weeks holiday without getting distracted while studying as well? Yes. Okay. Let's say that Christmas break. The Christmas break is special. Why? Because it's the end of year, and people are celebrating. Christmas and then New Year. Now, it's not good for parents to put pressure during Christmas break. Voilà. Okay. Ils sont très nombreux à le faire. Instead, put pressure during Easter break. And then you know that the first term is usually the term of discovery. Okay. The child is discovering the new class. The child is getting to know his strengths and weaknesses. Now, if the child does not relax during the Christmas break, then the child might get tired by the end of January too soon. This is very important. GC BPC probatoire back starts in May. So the best time not to have any distraction is during the Easter break. Okay. But at Christmas, allow the child to relax. Allow the child, because remember that the first term is a very tough term because it's 3 months. It's full 3 months. And so the child has been exposed to a lot. And the child needs to digest and to relax. Whereas second term is less than 3 months. It's about 2.5 months. And then the third term is basically 2 months. Yeah. So parents should take that into account. And then Christmas is for children. So all children are entitled to Christmas. All children should celebrate Christmas in a decent way. They should be offered a present. They should be offered a gift. They should be offered toys. And if you're offered toys without time to play with your toys, then it's useless. And then there's a whole symbol around Christmas, and every child should live that moment of Christmas. The Christmas tree, the Christmas dress, the Christmas cloth, Christmas outing, Christmas food, all of that is part of our modern culture. And so the child should live that. And then just remind the child that from time to time, just do your homework. From time to time, don't forget. That's why children should not be going to bed too late during Christmas break. Voilà un problème. Because if they get used to going to bed too late, then in January they'll be in trouble. So if parents can keep the pace, allow them to sleep long hours, but not to go to bed too late. If they're to watch TV, they should
keep watching the same program that they watch during weekends while going to school. Mais tu vois, Francis, il y a des parents justement qui disent que comme c'est les vacances, ils peuvent regarder la télé jusqu'à 23h et minuit même, et les enfants vont aller dormir. Peut-être, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'un parent devrait penser ainsi, pourtant ce serait peut-être, c'est pas aussi bon pour le cerveau de l'enfant. C'est le niveau du parent là. Vous savez que la télé distrait, c'est vrai, mais la télé, comme la plupart des écrans, comme les ordinateurs, comme les téléphones, a aussi ses inconvénients. Un enfant qui s'expose à l'écran de télévision pendant de très longues heures court le risque non seulement de trop exciter ses neurones, mais d'empêcher à son cerveau de se reposer. Voilà. Or, quand l'enfant pendant 2 semaines est surexposé à la télévision, et puis il sera fatigué à la rentrée, et puis en janvier, vous lui demandez de se concentrer. Donc, il est ici question de garder des proportions raisonnables. L'enfant n'est pas obligé de trop regarder la télévision parce que ce sont les vacances. L'enfant peut faire autre chose. L'enfant peut s'amuser sans regarder la télévision. L'enfant peut s'occuper, par exemple, à jouer avec ses amis, à jouer avec les voisins. Et il est même plus intéressant d'encourager l'enfant à s'amuser en plein air que de rester posté devant un téléviseur. Parce que le téléviseur empêche l'enfant d'être créatif. Le téléviseur va présenter des émissions à l'enfant et l'enfant n'est pas en activité. Or, vous savez qu'aujourd'hui, on déconseille de rester au même endroit pendant trop longtemps. Donc, un enfant qui s'assoit à regarder la télévision pendant les vacances, non, il ne va pas seulement rien apprendre de ce qu'il va regarder à longueur de journée, mais il est en train de s'exposer à des problèmes de sédentarité. Donc c'est pourquoi il est important d'encourager l'enfant même à sortir de l'espace fermé que constitue la maison et aller jouer par exemple dans la cour, aller jouer par exemple sur le balcon, pour ceux qui vivent dans les immeubles, et à s'occuper différemment. Quand l'enfant s'occupe différemment, l'enfant aura tendance à optimiser son sens de la créativité. L'enfant va apprendre des choses dans la nature, dans la cour. Les parents qui pensent qu'il suffit par exemple d'allumer la télévision et de dire à l'enfant regarde ce que tu veux, c'est pas une bonne chose. Et le fait également de laisser la télécommande, parce qu'on veut le calme. Voilà, la télécommande entre les mains de l'enfant pendant les congés, l'enfant peut prendre de mauvaises habitudes. Parce que avoir la télécommande en main signifie qu'il peut regarder tout ce qu'il veut. Et parfois, vous, le parent, vous n'êtes pas là. Et ce n'est pas tous les parents qui ont la chance, par exemple, d'avoir des téléviseurs où ils peuvent programmer des codes parentaux. Voilà. Et donc, ce n'est pas le moment pour l'enfant de faire ce qu'il veut, quand il veut. C'est un moment, c'est la pause. La pause veut dire qu'en fait, on est en train de travailler et qu'on se repose pour quelques temps, pour quelques jours. Il faudrait que quand l'enfant rentre en janvier à l'école, qu'il soit tout frais. Et pour qu'il soit frais, il faut que les activités auxquelles il ait participé l'aient aidé à garder sa fraîcheur. Donc c'est un peu comme une grande personne qui travaille et qui prend un break, un moment de travail pour se reposer, pour être bien requinqué pour être bien requinqué et reprendre le travail. Voilà. Non, mais je voudrais poser une question, Francis. Est-ce que, comme ces 2 semaines, vous l'avez dit, c'est trop court, c'est les fêtes, c'est pour les enfants, Noël, les cadeaux et tout. Est-ce que c'est nécessaire pour une famille, pour un parent, de prendre un répétiteur à ce moment-là? Ou alors la responsabilité revient aux parents d'essayer de gérer les enfants moyennement par rapport aux répétitions? Déjà, un parent qui choisit de recruter un répétiteur pendant les congés de Noël,
c'est à se demander si l'enfant ne vivait pas chez lui pendant le premier trimestre. Parce que quelle est l'urgence de prendre un répétiteur juste pendant les vacances de Noël? Je me demande bien. À quoi ça sert? Pendant les vacances de Noël. Les vacances de Noël, c'est 15 jours. La première semaine, en général, va déboucher sur la fête de Noël. Et la deuxième semaine va déboucher sur le nouvel an. Un répétiteur, normalement, se recrute en début d'année scolaire. C'est-à-dire qu'en septembre. Un répétiteur se recrute en septembre et maintenant peut faire quelques devoirs. L'enfant fait des devoirs pendant les congés. Mais on ne recrute pas le répétiteur pendant les vacances de Noël. À proscrit. Pour ça c'est pour saturer l'enfant. Et c'est pas parce qu'on sature un enfant qu'il va forcément comprendre ou qu'il va forcément s'améliorer. Il y a des enfants, quand vous les saturez, vous allez plutôt les abrutir. Or, ce n'est pas le souhait d'un parent d'abrutir l'enfant. Et parfois, on peut constater des lacunes chez l'enfant quand on récupère son bulletin. Et là, on peut se dire, bon d'accord, il va passer les fêtes, il va s'amuser, mais dès janvier, on le met sous régime. Avec peut-être un répétiteur ou un professeur qui peut venir à la maison, bien qui peut organiser des cours. Il faut respecter les vacances de Noël. C'est des vacances très spéciales. Maintenant, à Pâques, c'est autre chose. Parce qu'à Pâques, les enfants qui préparent, par exemple, l'examen, doivent rester motivés, éveillés. Il faut donc les prendre sous des régimes assez intensifs. Mais les vacances de Noël, c'est autre chose. Et n'oubliez pas que, par exemple, les enfants qui sont dans des familles religieuses, des familles chrétiennes, auront par exemple des activités à l'église, des activités communautaires, pour pouvoir participer à cette fête de la nativité. Oui. Donc, ne faites pas comme si l'école était la seule raison de vivre de votre enfant. Parce qu'en même temps, il y a des parents qui se comportent comme si l'école était la raison de vivre de leurs enfants. Et lorsque ces enfants deviennent dans des cas asociaux, les mêmes parents se plaignent de ce que leurs enfants n'ont pas d'amis, leurs enfants n'arrivent pas à s'ouvrir à la société, leurs enfants sont timides, mais parce que vous avez fait croire à l'enfant que l'école était sa seule raison de vivre. Donc, on peut pas en même temps faire penser à l'enfant que l'école, c'est la seule chose qu'il y a dans le monde. On ne va pas à l'église, on n'a pas d'amis, on ne regarde pas la télé, on ne lit pas les journaux, on ne se cultive pas. On va seulement à l'école, on fait les devoirs pour être premier de la classe. Et quand l'enfant est premier de la classe, après il devient un sujet asocial. Ainsi, il n'arrive pas à vivre en société, il n'arrive pas à se faire des amis, il n'arrive pas à se distraire. Parce que le parent aura fait de lui un robot. Donc, l'enfant doit apprendre à concilier les études, le travail scolaire, qui est assez important, mais qui n'est pas le plus important. C'est assez important, je le dis bien, mais qui n'est pas le plus important, parce que vivre même déjà est plus important qu'aller à l'école. Wow. Un enfant à qui on fait croire que l'école est la chose la plus importante qui soit, attention, alors vous dites à votre enfant, cela, vous êtes en train de fabriquer un monstre. Parce que si après, l'enfant n'arrive pas à s'intégrer dans la société, ce sera la faute du parent qui a fait croire à l'enfant que l'école, c'est la seule chose qui existe. Faites savoir à l'enfant qu'il est important de jouer, il est important d'avoir des amis, il est important de faire de bonnes études, il est important de faire ça. Et qu'à un moment donné, l'école prendra beaucoup d'importance, mais à un moment donné, d'autres choses prendront aussi de l'importance dans sa vie. À ce moment-là, l'enfant sera équilibré et l'enfant saura donner la priorité à chaque chose en son temps. First, let me ask a question. What about these students or people who are slow learners?
what are you supposed to do with them maybe during the holiday period? Because at some of where you give them that, maybe that period of relaxation, 2 weeks is just too much. Immediately school resume, for them to even pick up, it's a problem again. Yes, that's why the first week can be devoted to entertainment. Now, when the child is a slow learner, it means you, the parent, you've already identified the child's problem. My child is a slow learner. So as a slow learner, he should not disconnect completely from his books, from his schoolwork. So you create ways for the child to be connected to his schoolwork on a regular basis. For example, during the first week, you might tell the child, okay, today is Friday, you took your report card, okay, so watch TV, meet friends today, Saturday and Sunday. Then on Monday, take maybe the afternoon, Monday afternoon or Monday evening to revise, say, for 1 or 2, 3 hours. And now you organize a system of reward. The child, if the child takes out time to read, you reward him or her. So you create a kind of incentive. Because the fact of a child to be a slow learner may also mean that the child is not really interested. And so it's up to you, the parent, to create this incentive to motivate the child. Say, okay, if you read from say from 3 o'clock to 6, you'll be entitled to a box of chocolate. If you read from this to that time, then I'll take you out to that park so that you can meet your friends and you can play with them. You see, the child has an incentive. And so the child begins now to learn, to study for fun, knowing that at the end of it, there's a reward. And this is very true of children in primary school. Most of them need that reward, that incentive. Now, once they're in secondary school, when they are already in Form 5 or upper state, usually they are responsible enough and they are aware that their future depends on their performance. Because you cannot motivate a child to pass advanced level. No. The child at advanced level, the child has enough motivation, within him to sit for the exam and to pass, because his future is at stake. Okay. Yeah. Okay. Oui, donc ça veut dire qu'à la maison, par exemple, les 2 semaines de vacances ici, à la maison, par exemple, si on fait un peu une application pratique, on a ton enfant qui a un vélo, il a un ballon, il a la télévision. Je veux un peu savoir comment on peut repartir la journée de l'enfant. Il se réveille le matin, par exemple, on le laisse, il dort. S'il veut se réveiller même à 9h ou 10h, dès qu'il se réveille, on applique qu'il va se brosser, déjeuner. Qu'est-ce qu'il doit commencer à faire? Est-ce qu'il doit commencer par la télé ou alors le vélo, ballon? Comment on peut repartir sa journée afin qu'il soit vraiment équilibré? Bon, en même temps, le parent ne doit pas être maniaque. D'accord? Maniaque. Oui, ça veut dire qu'on ne doit pas régir de manière rigoureuse le temps de l'enfant. C'est-à-dire, quand il se lève, s'il a déjeuné, il peut choisir de prendre son vélo, il peut choisir de prendre sa console, son ballon pour aller jouer. Alors, s'il prend son ballon, ça veut dire qu'il va jouer avec des amis. Ça veut dire qu'il pourrait sortir de la maison. Maintenant, est-ce qu'il a assez mangé? Est-ce qu'il a assez mangé pour sortir, aller jouer? Parce que s'il a assez mangé, ça veut dire qu'il peut disparaître à 9h et revenir à 12h. Mais s'il n'a pas assez mangé, il faut lui dire non, c'est mieux pour toi de rester à la maison, de faire ci et ça. Et maintenant, quand tu auras bien déjeuné, par exemple, à midi, et tu pourras maintenant sortir, aller voir tes amis. Mais à condition de rentrer à telle heure. Donc, vous négociez avec l'enfant l'heure de retour. Parce qu'un enfant à qui on dit, tu peux sortir et rentrer quand tu veux, ben, il rentrera peut-être à 22h. Vous imaginez un enfant de 10 ans, de 11 ans, vraiment, être dehors à 22h, c'est pas sérieux.
Donc, négocier avec l'enfant l'heure de retour. C'est vrai que c'est les vacances, mais ce n'est pas le libertinage. Parce qu'un enfant qui va sortir à 7h du matin pour rentrer à 22h, vous ne savez pas où il est allé, vous ne savez pas chez qui il est allé, à moins que l'enfant parte de chez vous pour aller par exemple chez un parent. L'enfant est allé chez ma soeur, l'enfant est allé chez mon frère, l'enfant est allé chez mon meilleur ami. Alors je sais, et mon meilleur ami par exemple ne peut pas permettre à mon enfant de rester chez lui jusqu'à 22h. C'est sûr qu'il va dire à Einstein, il va dire, bon écoute, il faut rentrer, sinon papa va s'inquiéter. D'accord? Donc, donner à l'enfant l'attitude d'organiser son temps pendant les vacances, mais vous, ayez un deal avec l'enfant. Vous dites, fais tout ce que tu veux, mais je veux savoir à quelle heure tu comptes réviser tes leçons. D'accord? Je veux savoir à quelle heure tu vas manger. Je veux savoir à quelle heure tu vas ranger ta chambre. Donc, l'enfant a une marge de manœuvre. Il sait, je peux faire ci, je peux faire ça, mais maman insiste sur l'heure à laquelle je dois être à la maison. Maman insiste sur l'heure à laquelle je dois ranger ma chambre. Vous voyez? Et donc, l'enfant comprendra tout seul que je ne suis pas complètement libre. Je peux faire des choses, mais il y en a que je ne peux pas faire. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Parce que si vous commencez à régir la vie de l'enfant de manière rigoureuse, l'enfant n'aura plus la possibilité de pouvoir s'organiser soi-même. Vous voyez? Il y a des enfants qui ont 12 ans, mais qui se lèvent le matin et qui attendent une liste d'instructions de la part de leur mère, de la part de leur père. Et là, c'est pas bon. Parce qu'un tel enfant, quand il partira de la maison demain après le baccalauréat, il pourra devenir un délinquant. Parce qu'il sera subitement face à trop de liberté et qui ne pourra pas gérer. Donc apprenez déjà à l'enfant, mettez les garde-fous. Tu vas jouer au football, mais rentre avant telle heure. Si tu sors à 9h, je vais te voir à la maison à midi. Et quand tu sors, tu dois dire où tu vas. Comme ça, à tout moment, on peut passer te chercher ou à tout moment, on peut vérifier si tu es vraiment là-bas. Et ça veut dire que ces enfants ne doivent pas travailler pendant les congés, laver les assiettes, balayer le sol. Bon, c'est chaque parent, chaque famille qui élève ses enfants. Il y a des maisons où vous avez des ménagères. Il y a des maisons où vous avez des machines à laver. On n'est pas ici pour vous dire comment élever vos enfants. Selon vos moyens et selon votre politique. Il y en a chez qui, même lorsqu'il y a la machine à laver, l'enfant doit laver ses habits à la main. Tout dépend. Mais il est important que l'enfant s'organise et que vous soyez là pour superviser. Si par exemple vous dites à votre enfant, pendant les vacances, tous les jours, je veux que tu fasses le ménage. De telle heure à telle heure. L'enfant sait qu'il fait le ménage. Mais après avoir fait le ménage, que l'enfant aussi ait la liberté de faire ce qu'il veut. Par exemple, papa, je fais le ménage, mais après, je prends mon ballon, je vais jouer avec mes amis. De telle heure à telle heure. Donc, c'est une négociation. Et ce que vous dites là, est-ce que c'est aussi valable pour ceux qui ont les tout petits enfants, 4 ans? Non. Oui. Bon, quand vous avez des enfants de 4 ans, en général, ils traînent à la maison, derrière maman, ou bien derrière papa, ou alors derrière un tonton, ou bien derrière la femme de ménage. Et eux, en général, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent manger, ils veulent dormir, ils veulent sauter dans la maison. Pour aller pédaler partout. À 4 ans? Oui. À 4 Mais moi, j'ai eu un enfant, un jeune, par exemple, je suis allée, c'était un vendredi. Il sort, il se balade, il monte. Je lui demande, tu n'étudies pas? Il dit, c'est vendredi. Je n'étudie pas le vendredi. Ah, vendredi. C'est possible. J'étudie pas c'est dimanche que je vais étudier. Ah, c'est dimanche. So he has time to rest. Donc, il est dans une classe d'examen. D'examen, ok. Il prépare comment vous appelez le BPC? GCE.
GC O-level. GC O-level. O-level. Moi, ça m'a poussé, je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'un enfant peut décider? Il se balade et il va rentrer à des heures indues, sous prétexte que, parce que justement, il a une marge de jour et il ne va pas étudier. Oui, nos enfants qui sont tout petits, ça encore, on essaie de gérer, c'est gérable. Mais quand on est face à un adolescent, par exemple, qui est en classe d'examen, tout à l'heure, tu disais qu'il faut, est-ce que tu as rangé ta chambre, etc., etc. Mais, et qui peut aller chez un tonton et faire une virgule et rentre à une heure vraiment indue. Quand le parent est face à un enfant comme ça, quelle est l'attitude que le parent devrait adopter, justement? Déjà, nous parents, nous devons veiller à ce que nos enfants ne prennent pas de mauvaises habitudes. C'est-à-dire qu'un enfant qui commence à vous dire qu'il n'étudie pas le vendredi, en comme le samedi, et que ce n'est que le dimanche. Alors cet enfant commence déjà à être dans la mouvance de l'improvisation. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on étudie régulièrement, on n'a pas besoin de forcer. Quand on étudie régulièrement, on peut étudier 1 heure, 2 heures, ou même 1 heure, 2 heures. Mais quand on n'étudie pas régulièrement et qu'on a seulement des jours spéciaux, on aura tendance à étudier pendant trop longtemps. C'est-à-dire, au lieu par exemple qu'un enfant passe 4 heures à étudier le dimanche, il peut étudier 2 heures le samedi et 2 heures le dimanche. Et un enfant qui vous dit qu'il n'étudie que le dimanche, ça veut dire qu'en fait, il utilise mal son temps. Parce qu'il va se consacrer à d'autres activités qui n'ont rien à voir avec l'école et qui parfois l'éloignent de l'école. Et maintenant, le dimanche, il va s'asseoir. Le dimanche, par exemple, il a 4 matières à réviser ou bien 5 matières. Et voilà qu'il n'a pas assez de temps. L'enfant doit pouvoir s'organiser. On dit en général que lorsqu'un enfant se met à table pour étudier, l'enfant doit délimiter le nombre de matières sur lesquelles il voudrait travailler. C'est-à-dire, par exemple, un enfant qui va consacrer 1 heure à faire des révisions aura du mal à faire des révisions en 4 matières en 1 heure. Pourtant, si le même enfant, par exemple, a consacré 1 heure à l'histoire, par exemple le vendredi, il a par exemple révisé l'histoire, les cours d'histoire 1 heure, samedi, par exemple, il fait ses mathématiques, et dimanche, il révise son cours d'anglais ou son cours de français. Or, quand il arrive le dimanche, alors qu'il n'a rien fait vendredi, il n'a rien fait samedi, il aura tendance à réviser en même temps, ce dimanche-là, à réviser l'histoire, la géographie, le français, l'anglais. Oh, nous avons été tous élèves, nous savons que ça ne passe pas. Tu ne peux pas faire tout ça le même jour. Ça ne passe pas. So help your children by preventing them from developing bad habits. Okay. Because there's no way a child can go throughout the week without reading, without studying, and then all of a sudden on Sunday he takes the whole day to read everything. It's not realistic for a child to revise the whole day. A child can take 1-2 hours to revise, maximum 3 hours. But when he takes those hours to revise, he needs to balance out. If you decide to take geography for an hour, the next hour could be history, or it could be English, or it could be French. But you can't the same evening take history, geography, math, and physics. So those children who tend not to balance out the time will be the ones to improvise. It's Sunday evening, and then Monday they have maybe 2 or 3 evaluations. So what do? They take all the books, put on the table, and start reading through. They'll be in panic, they'll be in anxiety, they can't read properly. So encourage children to take out time and to devote to each subject. On Mondays, I like to revise geography and maybe history. On Tuesdays, I like to do this. On Thursdays, I'll do that.
On Friday, I'll do this. Okay, Friday is, maybe I'll prefer not to do anything on Friday. I want to rest, but on Saturday, I'll be doing this, I'll be doing that. Then Sunday, I'll do that. Don't encourage a child to spend the whole week without reading. Just eat, sleep, and then on Sunday, he sits and he wants to revise for 4, 5, 6 hours. It's not realistic, it's not productive. I don't know. Alors, oui, vas-y, Cathy. Avant qu'on aille retrouver le Vox Pop. Now, I just want to know, like, the duration for reading for each student, because there are some students who will take their book, like they want to read, they can start reading from, let's just say from 10, especially examination students, yes. Especially when the class, their exams is fast approaching. The ones who, like, for them, it's like a catch-up. The one who read for hours. Some will take from 10 o'clock till the next morning, and they find themselves in their revision classes. They start dozing off, sleeping. They don't get. They're fooling themselves. So what is that time a student is supposed to, like the duration? Yes. A student is supposed to read. 1 hour. 1 hour is good. 2 hours is good. 3 hours should be the maximum. Maximum. Yeah. Yeah, because there's a time when the brain can no longer take it. Get tired. Yeah, get tired. And then a child up to 17, 18, 20, they're entitled to 7 hours of sleep. So a child who stops sleeping because he's revising, it doesn't make sense. Okay. Yeah. They need ample time to sleep. Okay. And a child who does not sleep, a child who cuts on his sleep because he wants to study is not good. It's not good. I remember in some schools some years ago, schools were demanding that parents watch out for students at 10 to stop everything and go to bed. Go to bed. Yes. Okay. A child who is up at midnight, 1 o'clock, is not good, because in the long run, the child destroys himself. Oh, okay. Yeah. For how long are they supposed to rest? Maybe they read for like 2-3 hours. For The maximum should be 3 hours. Should be 3 hours. For a child of how many years? No, examination. I think examination class. Examination class, because from examination class, children are 14, yes. 14, 15, 16, 17, No, 18. 11, no. 11? Yes. Their children will register for at 11 years now. 11, 12 years, yes. Okay. They are fast pacers. Those are fast pacers. 12, yeah. But it's not the average. It's not the average. Because on average, it's from 13, 14. Yeah, 14. O-level 14. BPC 14 ans. 14 ans. 13, 14 ans. 13-14 ans. BPC, oui. Et le bac c'est 16, 17 ans. 18 ans. A-level is 16, 17, 18. Yes. Okay. Yeah. So another question I want to ask, like, for how long are they supposed, maybe after reading for 3 hours, for how long are they supposed to rest as well before getting up to maybe prepare again? And there's also the thing that students always take in order to keep them awake. It's not good. It's not good. I've been a victim. It's not good. And I think till today it's affecting me. Okay. Yes, it is, because at one point in time you see me, my hands are, shaking. Yes. Maybe because during my examination period I was taking some tea that will keep me awake till morning so that I can study. Yes. They take tea. They take cola nuts. Some even they dip their legs into cool water. cold water. No. If you have enough rest, you should be able to sit up and read for 2-3 hours maximum. And even within those 3 hours that you want to take out to read, make sure that after 60 minutes you take a little break. Read for 60 minutes, take a break, come back. Every time, take a break and come back. D'accord. Allons retrouver le Vox Pop rapidement parce qu'il est 11h49. Retrouvons le Vox Pop avec Thierry Honde dans les rues de Yaoundé qui a posé la question aux parents, bien évidemment. Allez, à toutes. Bon, moi, en tant que parent, pour aider l'enfant, il faut juste l'occuper, premièrement, à faire les petites tâches ménagères à la maison, aider les mamans
Et ensuite, le soir, on peut aussi l'aider à faire ses devoirs. C'est-à-dire, pendant la période des vacances, il y a une période où il peut faire les devoirs et où il peut travailler à la maison. C'est-à-dire, il aide maman à écraser les petites choses, à faire la petite cuisine, et à faire des petites tâches. Et le soir, il s'occupe à faire des devoirs. Pour moi, c'est mon avis et c'est mon opinion. Selon moi, pour aider l'enfant à concilier la période des vacances, la meilleure façon, c'est beaucoup plus de l'occuper, à faire les petites tâches, à faire les devoirs et à se divertir aussi de temps en temps. Donc c'est tout ce que moi je peux vous dire. Oui, je peux l'aider en l'occupant. Par exemple, faire les travaux à la maison, pas l'envoyer vendre, mais faire les travaux à la maison et après ça entrer dans ses cahiers. Parce que le plus souvent, les deux semaines de congé qu'on donne aux enfants, le plus souvent, c'est un moment de piège pour l'école, pour l'élève en général. Donc, je peux l'aider en s'occupant des travaux de la maison, surtout comme moi je passe par la journée à la maison. Je l'amène à s'occuper, faire le ménage, je l'apprends à faire même le ménage plus mieux comme c'est les congés. Et ensuite à rentrer dans ses cahiers. Parce que le plus souvent quand l'enfant, les 2 semaines là, parfois il y a certains enfants qui oublient carrément qu'ils doivent retourner à l'école, qu'il y a encore l'école quoi. Donc c'est dans ce sens-là, moi je peux l'aider dans ce sens. Ok, pour moi c'est une question d'accompagnement déjà d'abord des parents. C'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui sont assez émancipés, mais si l'accompagnement suit, ça va se faire. Il suffit d'avoir un bon programme. Il y a des programmes de distraction pour les enfants qui sont en même temps distrayants, en même temps éducatifs. Donc tout va dépendre de la catégorie d'enfants que nous avons à la maison. Oui. Et aussi en fonction de... Il y a des manières de gérer nos enfants. Si l'enfant se comporte bien, il y a des libertés qu'on peut lui accorder jusqu'à un certain niveau. Il faut être sûr que ce soit suivi. Je pense que c'est ça. Bon, en tant que parent, ce que je dirais déjà, c'est de faire la part des choses. Ça veut dire que nous sommes bel et bien en période de fête, en période de break, où il doit faire une petite pause par rapport aux 3 premiers mois qui n'ont pas été faciles pour lui. Il devra concilier le temps de repos et le temps où il est censé faire ses devoirs pour ne pas perdre la main et savoir que 2 semaines après, il a un retour à l'école. Donc c'est ce que je lui dirais, de faire, de s'amuser, mais de ne pas oublier ses cahiers. Voilà, Francis, rapidement, puisqu'il nous reste 3 minutes. Oui, tous les parents interrogés sont conscients des enjeux. Il faut respecter le temps de distraction de l'enfant. Il faut aménager un temps pour les travaux ménagers et également aménager un temps pour la révision des programmes scolaires et des devoirs. Ça, c'est bien parce que tous les parents sont conscients. Mais j'aimerais attirer l'attention des parents sur un détail. Aujourd'hui, les écrans sont partout. Écran de téléphone, écran d'ordinateur, écran de télévision. Il est important pour nous parents d'éloigner les enfants des écrans. Parce que cette exposition-là, cette surexposition aux écrans a beaucoup d'effets néfastes. Vous voyez, il y a des enfants aujourd'hui qui mettent les lunettes très tôt. Parce qu'ils sont surexposés aux écrans. Il y a des enfants qui ont du mal à dormir parce qu'ils regardent trop la télévision. Il y a des enfants qui font des cauchemars régulièrement parce qu'ils sont tout le temps sur des games, comment on dit ça, sur des jeux vidéo violents. Et donc, ça revient dans leur rêve. Voilà, ça revient dans leur rêve. Et aujourd'hui, parfois, on assiste à des scènes de violence qui sont la conséquence de l'exposition des enfants à ces jeux-là, comme ils appellent les games. Donc, encourageons nos enfants à jouer différemment. Encourageons nos enfants à jouer avec autre chose que les écrans. Et évitons de faire de la télévision le centre
le centre du divertissement de nos enfants. Il faut éviter cela. Et aujourd'hui, par exemple, vous avez des enfants qui se lèvent le matin. Comme c'est les vacances, ils se lèvent le matin, ils se lèvent à 8h. Et de 8h à 22h, il est sur son smartphone. Hey, mon fils. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Les conséquences sont désastreuses. Et il est important pour les parents. Malheureusement, beaucoup de parents ne sont pas à la maison pendant la journée. Mais trouver le moyen d'éloigner les enfants des écrans. Voilà. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis. Tu es le type parental. Merci. Le code parental chez toi. J'ai dépassé cette tu as mis le code parental chez toi. Donc, moi, j'ai des pères. J'attends les petits-fils. Toi, tu me parles de... C'est avec les petits-fils que on va gérer ça. Donc, moi, tes enfants, ils sont en âge de procréer. Ils sont majeurs. Tous mes enfants sont majeurs. Même si elle attend grandchildren. Elle veut être grand-mère. Non, pas pour le moment. Il faut qu'ils soient bien situés pour être grands-parents, pour cela. Et étant donné que la situation au Cameroun, il faut pousser. You have to push. And then you pray until something happens. Voilà. Toujours. Voilà, merci Francis. It was very, very, very instructive. Oh, and I'm glad for that. Thank you, Cathy. I'm speaking English. Very important. Thank you. English. Je parle l'anglais. Demain, c'est jeudi, ce sera spirituel avec le révérend Messina. On parlera de la foi et justement des actions de grâce aussi, parce que nous sommes dans le mois de l'action de grâce. On rend grâce à Dieu pour cette année qu'il nous a accordée. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. On se retrouve demain quand il sera 10h, bien sûr. Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao. Ciao.